Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 août, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me suis fait mal à l'épaule gauche comme un idiot tout seul en dormant. C'est un exploit et vous allez me dire pourquoi commencer un journal qui traite de l'actualité footballistique avec cette anecdote de loser. Justement parce que la lose, c'est un peu le thème d'ouverture du journal puisque nous allons débriefer le match entre Prague et l'Olympique Lyonnais. Une défaite absolument humiliante et une immense frustration qui me fait dire qu'il y a des choses qui ne changent jamais du côté du football français. On parlera ensuite de Balogun qui jouit d'une popularité relativement surprenante suite à sa Coupe du Monde 2026. Il y a eu un article intéressant du journal L'Équipe là-dessus et franchement, il y a matière à disserter. On parlera de l'avenir de Mohamed Salah qui s'écrit, c'est confirmé du côté de la Turquie. On reviendra en France pour parler de Cresswell et c'est un gros transfert à l'échelle de notre championnat français. Je vous expliquerai pourquoi et enfin on clôturera avec Reina, oui, l'ancienne pépite du Borussia Dortmund. Un joueur qui me demande un effort mental absolument colossal à chaque fois que j'en parle. Vous allez me dire pourquoi? Parce que j'ai tendance à appeler Reina Renia. C'est un truc qui revient systématiquement et j'ai beau faire gaffe, je garantis pas qu'il n'y aura pas de lapsus au cours de cette vidéo ou durant la saison lorsque je parlerai de Strasbourg. Bref, direction les Lyonnais. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. J'ai mal à l'épaule. Se prendre une leçon de football par une équipe d'Europe de l'Est, ça c'est le football français que j'aime, ça c'est la France, ça c'est la Fédération Française de la Loose. À une époque où le football change relativement rapidement en termes de business, en termes d'arbitrage, en termes de profil des joueurs, il y a quand même des choses qui ne bougent pas. Il y a quand même un respect de la tradition à Lyon. Il y a quand même ce petit côté rassurant où tu sais que quoi qu'il arrive tous les étés, quand tu as les phases qualificatives pour les Coupes d'Europe, les clubs français sont lamentables. Merci Lyon, c'est rassurant. Alors évidemment, je suis ironique, c'est terrible de voir que Lyon n'arrive pas à se défaire de Prague, une défaite 1-2 à l'extérieur pour les Lyonnais, pour les joueurs de Fonseca, et j'ai l'impression qu'on revit toujours le même cauchemar en boucle. Mais alors là, il faut quand même avouer que ça a été fait de façon grandiose. Vous voyez les compos qui ont été alignés, et c'est là le sujet qui fâche les supporters lyonnais. Les choix de Fonseca avec une animation assez inédite, des choix d'hommes surprenants, ça a amené quelques errances défensives, Fonseca lui-même l'a reconnu, mais aussi un manque de contrôle absolument total durant cette rencontre. Et habituellement, je suis pas trop sévère sur les compositions un petit peu originales durant ces matchs de barrage parce que t'es en pré-saison, t'as des joueurs qui sont pas encore au top physiquement, on n'en a pas toujours conscience en tant que suiveur, t'as des joueurs qui viennent d'arriver au club, c'est parfois un peu compliqué de les incorporer, t'as des joueurs qui vont peut-être partir au cours du mercato estival et t'as pas envie de les blesser, ça donne donc des compositions originales. Mais dans le cas de Fonseca, je n'ai aucune tolérance. J'ai aucune tolérance parce qu'en fait, lui, on sait que c'est pas un accident. Il a le syndrome du héros, un peu à l'image de ce qu'avait Pep Guardiola à une époque en Ligue des Champions. Pep Guardiola est un entraîneur extraordinaire, Fonseca est un très bon entraîneur, mais les deux parce que Fonseca l'a toujours, cette vilaine tendance à essayer de faire dans l'originalité juste avant des matchs clés et souvent ça donne des choix absolument catastrophiques. Eh bien, c'est ce que nous a fait Fonseca. Et il faut pas s'étonner derrière que les individualités n'aient pas été au niveau. J'ai du mal à vous choisir de qui parler. On peut évoquer la situation de Tolisso, qui n'a pas été le pire, mais qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attend habituellement de lui. Ouedraogo, c'était très moyen. Mata, c'était très moyen aussi. En fait, moi, je sauve deux Lyonnais. Ça va être Morton au milieu de terrain, qui est définitivement une valeur sûre. Et puis Openda, parce que mine de rien, Openda, c'est un petit pari de la part de l'Olympique Lyonnais. Moi, je considère le pari comme étant extrêmement intéressant. Il débarque tout juste à Lyon et il nous signe déjà un match vraiment pertinent. Donc franchement, chapeau à lui. Mais en dehors de ça, honnêtement, l'Olympique Lyonnais ne méritait pas mieux. C'était équilibré sur le papier en termes de buts attendus, mais j'ai vraiment senti une équipe lyonnaise qui n'avait pas de maîtrise au cours de cette rencontre, où tu avais des joueurs qui n'étaient pas en forme, mais aussi des automatismes que tu n'avais pas. Merci Fonseca pour sa composition. C'est très dommage. Il y aura un match retour bien évidemment au Groupama Stadium. Il va falloir faire mieux. Mais déjà, si tu as une compo cohérente, ce sera pas beaucoup plus compliqué que ça. Il y a sûrement des choix, des raisons qui expliquent ça qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas là, c'était triste. J'avais peur que Balogun se fasse complètement pourrir après la Coupe du Monde 2026 parce qu'il est devenu un peu malgré lui le symbole de l'ingérence politique de Donald Trump auprès de la FIFA. Sa suspension a sauté, il a joué contre la Belgique et ça aurait pu devenir un peu le vilain petit canard médiatique. Et
en fait, la vérité, elle est très différente. Il y a le journal de l'équipe qui fait un article là-dessus. Le joueur jouit d'une popularité absolument spectaculaire et en fait cet événement l'a propulsé sur le devant de la scène. Alors Balogun, déjà il faut dire qu'il n'est pas responsable de ça et qu'ensuite il a même été présenter ses excuses à Rudy Garcia, le sélectionneur belge de l'époque, pour dire que finalement cette situation n'était pas de son fait. Donc c'est un acte extrêmement classe. Mais alors du côté des États-Unis, ça a été observé, même du côté du reste du monde, et on se retrouve dans une situation assez lunaire où le mec est à la fois apprécié par les pro-Trump qui voient dans ce geste la reconnaissance du fait que c'était le meilleur joueur des USA et que c'est pas pour rien qu'on a essayé de le faire jouer à tout prix, et les anti-Trump qui se disent qu'au moins lui, il a été au-dessus de la mêlée, il y peut rien, il a eu un comportement relativement classe. Mais en tout cas, il y a un été pour Balogun qui est fait de tournées médiatiques absolument majeures, il y a un été qui est fait de changement d'agent pour un groupe prestigieux, il y a un été qui est fait de quasiment triplement de followers sur Instagram. Donc c'est une dinguerie, comme quoi le destin parfois nous joue des tours et amène des conséquences inattendues à des choses qu'il était tout autant durant le tournoi. J'ai envie de dire que Balogun peut se frotter les mains, c'est le grand gagnant, et le deuxième gagnant c'est sans doute l'AS Monaco, qui a un joueur qui est désormais valorisé 50 millions d'euros, qui a une notoriété de fou, et ça c'est toujours bien pour les affaires. Retraite dorée pour Mohamed Salah qui est passé en 12 mois de statut de joueur qui était loin d'être fini, à prouver à tout le monde du côté de la Première Ligue qu'il allait encore régner pour des années et des années, à joueur qui est complètement finito et qu'on pousse vers la sortie. C'est une dinguerie, mais ça s'est retourné quasiment aussi vite que ça, et on annonce désormais que Mohamed Salah va rejoindre Trabzonspor. Il y a même des photos du joueur avec le maillot qui commencent à circuler. Il était libre de tout contrat du haut de ses 34 ans et il va donc vivre une dernière aventure du côté de la Turquie. Et c'est quand même assez marrant de voir à quel point ça s'est effectivement vite retourné pour Mohamed Salah. En réalité, le joueur avait fait une avant-dernière saison qui avait convaincu absolument tout le monde, Liverpool de le prolonger, mais aussi tout le reste de l'Europe. 34 buts et 23 passes décisives, c'était pas rien. Et la saison suivante, mauvaise relation avec Arne Slot, statistiques honorables évidemment, mais loin de ses standards. Et donc, eu égard au salaire absolument monumental du joueur, tu t'es dit que c'était peut-être mieux de séparer les chemins. Et c'est là que Trabzonspor intervient et signe au cours de ce mercato un coup absolument formidable à leur échelle. Mais alors moi je suis curieux de voir dans quoi Mohamed Salah va débarquer, parce que le mercato de Trabzonspor, ça rappelle le Marseille de Pablo Longoria en mode plateforme d'achat-revente. Regardez-moi les arrivées, et encore je vous mets pas les retours de prêt, mais ça fait beaucoup de monde. Il y a tout autant de mouvements dans le sens des départs, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner pour le Pharaon, mais soyons honnêtes, Mohamed Salah il y va pour prendre un dernier gros chèque, et puis sa carrière sportive est désormais derrière lui. Tout monstre absolument formidable est-il dans l'histoire de la Première Ligue. Alors qu'on a certains clubs de Ligue 1 qui sont plus fauchés que toi après tes jeudis soirs où t'as payé beaucoup trop de verres, trop cher, pour te donner trop mal à la tête, on a d'autres écuries qui sont ô combien richissimes, et c'est le cas du Stade Rennais qui signe une recrue particulièrement onéreuse avec Charlie Cresswell qui passe de Toulouse à Rennes. Enfin une recrue, faut le dire de manière précise, c'est un prêt payant à hauteur de 2,5 millions d'euros, mais avec une option d'achat obligatoire à 22,5 millions d'euros, 3 millions d'euros de bonus potentiels selon l'équipe, donc c'est une recrue comprise entre 25 et 28 millions d'euros pour le Stade Rennais. On peut donc dire que c'est un transfert absolument gigantesque. On a Mathis Sabline qui passe de Nantes à Monaco et qui fait partie des recrues onéreuses du championnat français. On a désormais Cresswell qui passe de Toulouse au Stade Rennais. Alors Cresswell, c'est une très très belle opération pour les Toulousains puisque c'est un joueur qui signe 2 saisons solides, et pour rappel il avait été acheté à Leeds en 2024 pour 4,5 millions d'euros. Il s'est imposé du haut de ses 23 ans comme un défenseur central relativement fiable, et il est anglais. C'est quand même rare de voir des joueurs anglais avec un beau potentiel évoluer en France, mais il faut dire qu'il était plutôt convaincant au cours de la saison passée. Ce qui ressort beaucoup des commentaires autour du joueur, c'est sa domination dans le secteur aérien. Il est grand, mais surtout il a un bon timing, ce qui l'amène même à marquer pas mal. Ça ressort pas forcément dans les stats, mais moi j'ai trouvé qu'il avait un excellent jeu long lorsque je l'ai vu. Il a une bonne agressivité, mais parfois il faut faire attention à la contenir, c'est dans ses axes de progression. Et puis parfois, je peux le trouver également un petit peu pâteau avec le ballon. C'est dû à son gabarit, c'est un défenseur central
latéral qui mise avant tout sur ses qualités athlétiques, donc c'est pas forcément rédhibitoire. Le Stade Rennais se positionne sur un joueur d'avenir, mais c'est un pari onéreux, je le redis. À l'heure où on a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui crèvent la dalle parce que Ligue 1 Plus ne rapporte rien, le Stade Rennais fait bien tourner à boutique, ils ont eu des ventes qui permettent des réinvestissements majeurs, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner la saison prochaine. L'avenir du football en 2021 signe désormais à Strasbourg. Alors vous allez me dire, si c'était l'avenir du foot en 2021, c'est désormais le présent du foot en 2026 ? Pas exactement, parce que je vous parle de Reina et tout s'est pas passé comme prévu. Il n'a pas connu la trajectoire de carrière qu'on lui promettait à l'époque du Borussia Dortmund. Alors vous connaissez sûrement Reina, c'est un joueur qui était valorisé, attention, 42 millions d'euros à ses 19 ans, fin 2021, et il avait un potentiel de 87 dans FIFA 22. Alors oui, je sais, c'est le pire argument du monde, mais on va pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui aimaient bien Reina parce qu'ils l'avaient dans leur carrière FIFA, et depuis, ça a été un petit peu compliqué. En fait, justement au moment de son pic de valorisation, il a connu une importante blessure musculaire et puis derrière, comme vous le voyez, ça a déroulé, de nombreuses rechutes, très nombreuses. Il a perdu de la confiance, ça a amené un prêt sans succès à Forest, puis un transfert anonyme du côté de la Bundesliga. Le joueur n'a jamais réussi à retrouver le niveau qu'on lui promettait et finalement ses minutes de jeu n'ont jamais décollé. Ce qui nous amène aujourd'hui à un transfert relativement surprenant du côté du RC Strasbourg, 3 millions d'euros pour Reina, et je suis pressé de voir ce que ça va donner, parce que d'un côté, ça a quand même toute la trajectoire de la carrière brisée et du joueur qui accomplira jamais son destin, mais de l'autre, il a seulement 23 ans. Alors oui, t'as des blessures qui changent définitivement des joueurs, t'as des trajectoires de carrière qui ne se redressent jamais, mais à 23 ans, c'est peut-être un peu tôt pour le condamner définitivement. 3 millions d'euros pour Strasbourg, qui appartient à Bluco, c'est pas un investissement qui va les mettre à la rue. Je considère que ça va faire partie des petites attractions de la Ligue 1 en cours de cette saison. Donc est-ce qu'on va avoir la version tant attendue de Reina du côté de la Ligue 1 ? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, ça méritera le visionnage. Terminé pour le journal du jour, j'ai un sens du timing absolument formidable. Je vais pas vous teaser la vidéo de cet après-midi, mais par contre je veux revenir sur la vidéo d'hier où je dis du bien de la fin de carrière de Neymar en disant qu'il l'a plutôt bien géré et qu'il a fait des choix finalement assez intéressants en cumulant à la fois le choix de l'argent et le choix du cœur, retour à son club formateur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et qu'est-ce que Neymar nous fait dans la nuit ? Un pétage de câble où il se ridiculise et où il a l'air complètement instable émotionnellement et du coup ça change absolument rien à mon propos, mais je me suis quand même dit j'ai toujours un timing exceptionnel. Bon, rendez-vous aux alentours de 17h pour une nouvelle vidéo. Je pense pas que je ferai pire en termes de timing, ça me paraît très délicat, mais qui sait, on est toujours surpris dans le football. Bonne journée, salut.